Étant donné que nous sommes sur la dernière vidéo de l'année, je pense que c'est l'occasion d'allumer une petite bougie. Tac! Pas trop mal! Comment pouvons-nous développer une pensée originale et profonde? Comment est-ce que nous pouvons avoir des idées révolutionnaires que les gens ne peuvent ignorer? Personnellement, en tant que créateur de contenu et en tant qu'entrepreneur, j'ai peur que les idées que je présente à travers mes vidéos, à travers mon contenu, à travers mes conversations ou à travers même mes offres, soient de simples idées superficielles, soit finalement de simples clones de ce qui se fait déjà dans le milieu. Car si mes idées sont de simples clones, alors ça veut dire que je n'ai pas de valeur unique. Et si je n'ai pas de valeur unique, alors il est impossible pour moi de me démarquer. La communication peut être découpée en deux moitiés. La première moitié, ça va être tout ce qui est expression. Donc c'est-à-dire la manière dont vous allez articuler vos idées. Imaginez la manière dont vous allez structurer par exemple un plan vidéo. Imaginez la manière dont vous allez structurer une offre, dont vous allez structurer finalement vos idées. Il va y avoir également l'expressivité dans la manière dont vous utilisez votre voix, à quel point vous faites varier votre volume, à quel point vous allez utiliser votre corps dans l'espace si vous faites de la vidéo. Finalement, l'expression, c'est la manière dont vous allez délivrer vos idées. C'est cette première moitié de la communication. La seconde moitié, ça va être le développement de ces idées. C'est-à-dire comment vous allez cultiver votre inspiration et comment est-ce que vous allez élaborer et développer vos idées. Mais cette seconde moitié, qui représente pourtant 50% de la communication, n'est que très peu évoquée. La majorité des experts en communication, et même la plupart des gens, semblent délaisser cette seconde moitié de la communication. Pourtant, si l'idée de départ pour un contenu par exemple est superficielle, alors peu importe si vous avez le schéma de storytelling parfait avec un arc narratif en 6 étapes, ou bien alors le framework de copywriting basé sur la science et la psychologie le plus parfait possible, il n'empêche que si votre idée de départ est superficielle, alors votre contenu sonnera creux. Et si votre contenu sonne creux, alors il est pour moi difficile d'imaginer que votre contenu puisse réellement se démarquer et avoir un impact durable. Que ce soit un contenu qui soit mémorable. Je pense que la raison qui explique ce pourquoi cette seconde moitié de la communication est délaissée est à cause de ce que j'appelle le mythe de la créativité. Le mythe de la créativité, c'est que la créativité, pour la majorité des gens, est un petit peu ce concept abstrait. Il y a des personnes qui sont créatives et il y a des personnes qui ne sont pas ou moins créatives. Il y a des personnes qui sont inspirées et il y a des personnes qui ne sont pas inspirées, tout simplement. C'est un petit peu comme si c'était un concept abstrait, non palpable et surtout non maîtrisable. Mais personnellement, je ne crois pas en ce mythe. Je pense que la créativité émerge et se cultive dans notre style de vie. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Notre style de vie est à la racine de notre créativité, est à la racine de la manière dont nous allons penser et où est-ce que nous allons trouver notre inspiration. Tout ça prend place à travers notre style de vie. Tout ça vient de notre style de vie. Mais il y a un piège dans tout ça. Je pense que notre style de vie moderne sabote notre créativité. Pour vous illustrer ceci, je vous propose une petite métaphore. Imaginez l'information comme la nourriture de la pensée. Lorsque vous allez manger quelque chose pour votre physique, donc de la nourriture physique, si vous mangez de la nourriture qui est pauvre en nutriments, alors vous allez potentiellement vous sentir plus fatigué. Il va y avoir un effet un petit peu calorie vide sur votre organisme. Eh bien, je pense que pour notre cerveau, pour nos pensées et pour notre créativité, je pense que cela marche à peu près pareil. C'est-à-dire que si les informations que vous consommez à travers vos conversations, à travers ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, si ce que vous consommez est superficiel, si les informations que vous consommez sont superficielles, alors je pense que vos pensées vont être superficielles, simplement comme une conséquence logique de ce que vous consommez, de ce que vous mettez dans votre cerveau, dans votre esprit. De la même manière, si vous êtes dans un contexte de surconsommation, vous avez tendance à absorber énormément d'informations, à être exposé à énormément d'informations dans votre quotidien, je pense que c'est pour moi la recette idéale pour opérer depuis un brouillard mental constant. Un petit peu comme s'il y avait ce brouhaha de pensée,
ce brouhaha sans réel signal, sans réelle possibilité de tri, simplement ce bruit de fond constant. Et depuis ma propre expérience, il est très difficile de cultiver sa pensée dans ce genre de contexte. Je crée du contenu depuis plus de 2 ans maintenant, et j'ai beaucoup exploré qu'est-ce qui pouvait influer sur ma créativité. Et lors des périodes où ma motivation baissait en tant que créateur, où je voyais un petit peu moins de sens, où j'avais un petit peu moins d'idées, j'avais tendance à me réfugier, je pense, dans de la surconsommation, d'aller voir d'autres créateurs, d'essayer d'absorber plus de contenu. Mais je crois que cela ne m'a jamais vraiment aidé. Je pense que les moments où je tombais dans cette surconsommation, où j'allais vers de la distraction ou du contenu qui était un petit peu plus superficiel, alors il était beaucoup plus difficile pour moi d'élaborer une pensée qui soit réellement originale, d'élaborer des idées de vidéos desquelles je suis réellement fier, car ce sont des idées qui me tiennent à cœur et qui sont réellement profondes. C'est un petit peu comme si j'étais possédé presque par mes pensées, possédé par ce bruit mental, possédé par les idées des autres presque. Et c'est pour moi quelque chose que je veux clairement éviter en tant que créateur et entrepreneur, car mes idées sont justement ma monnaie d'échange. Mes idées sont ma valeur unique, la valeur que j'apporte à travers mon contenu, à travers mes produits, à travers mon activité de manière générale. Donc si les idées que j'ai sont des idées de très bas niveau, de basse qualité, ne sont pas réellement originales, alors mon activité perd tout de suite en valeur et en sens. Pour faire simple, si notre consommation est superficielle, alors notre pensée sera superficielle. Face à ce brouillard mental, face à mes difficultés à trouver des idées réellement originales, à trouver du contenu qui soit réellement profond et développé, j'ai parfois eu recours à ce raccourci de tenter de compenser par la surproduction. Si mes idées sont plus difficiles à développer, alors je vais publier moins de vidéos et je vais prendre plus de temps à travailler sur l'aspect production de ma vidéo. Mais je pense que compenser par de la production n'est pas toujours la bonne solution. La production ces dernières années, particulièrement avec les outils devenus de plus en plus accessibles, s'est clairement démocratisé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde peut prétendre au fait de réaliser des vidéos professionnelles. Et la professionnalisation des vidéos, pour réellement se démarquer avec la composante production d'une vidéo, est devenue extrêmement difficile à atteindre, surtout si vous êtes par exemple un créateur ou un entrepreneur solo comme moi. Je réalise tout ça tout seul, et donc il est extrêmement difficile pour moi d'atteindre le niveau de production qui me permette de concourir sur cette composante de production. Je vous ai fait un petit schéma, juste là. Je pense qu'aujourd'hui, être en compétition sur ce spectre est extrêmement difficile sur YouTube, car c'est là que la compétition y est la plus féroce. J'ai l'impression que la plupart des créateurs vont jouer sur la composante valeur de production avant la composante valeur intrinsèque de leur contenu. Et donc ici, lorsque nous misons sur la profondeur de nos idées, lorsque nous misons sur la valeur profonde de notre contenu, la valeur unique, le fond de nos vidéos, je pense que ici se trouve être un océan bleu et un moyen pour nous, en tant que petits créateurs et entrepreneurs, de réellement nous démarquer. La vraie question ne serait donc pas comment mieux produire, mais comment cultiver une pensée profonde. Aujourd'hui, sur cette nouvelle chaîne, avec mon nouveau processus de création, je pourrais facilement passer 2 heures à créer ces vidéos. Mais je prends un petit peu plus de temps, car je souhaite prendre ce temps pour élaborer mes idées, pour construire mes idées, car cela me semble important pour nous démarquer. Aujourd'hui, je passe 75% du temps de création de mon contenu à l'élaboration de mes idées, au développement de mes idées. Et les 25 derniers pourcents, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire tourner la vidéo, et ensuite je ferai le montage minimaliste, la miniature, et je publierai. L'idée, la valeur intrinsèque, c'est le 80-20 de la création de contenu. Honnêtement, j'ignore si c'est la bonne méthode. J'ignore si ma manière de faire est la bonne manière de faire sur YouTube. Néanmoins, c'est le chemin que j'ai choisi pour cette nouvelle chaîne YouTube. C'est le chemin que j'ai décidé de prendre après les mois et les 1 an et demi d'expérimentation que j'ai eu sur ma première chaîne YouTube à jouer la course à la surproduction. J'ai personnellement choisi de miser sur la créativité et sur la profondeur de mes idées plutôt que sur la production.
J'ai décidé de miser sur ma valeur intrinsèque. Et encore une fois, j'ignore si c'est le bon chemin. Je le découvre petit à petit en avançant avec cette chaîne YouTube. Et le vôtre sera sûrement différent. À présent, cette petite dose de nuance mise à part pour la vidéo, comment est-ce que nous pouvons cultiver notre créativité? Comment est-ce que nous pouvons créer ces idées révolutionnaires que les gens ne peuvent ignorer? C'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie de vidéo. Et nous allons voir ceci avec 3 habitudes concrètes. La première habitude, ça va être de changer notre attaque de base. J'aimerais que vous vous imaginiez dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, tous les personnages semblent avoir leur attaque de base et leurs attaques spéciales en quelque sorte. Leur attaque de base, c'est ce qu'ils vont faire lorsqu'ils n'ont pas d'énergie ou moins de mana ou peu importe en fonction de votre jeu. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire à peu près pareil dans la vie réelle. Dans la vie réelle, il semble que la plupart des gens vont avoir comme réflexe, lorsqu'une période d'attente se profile, lorsqu'ils vont attendre le bus, lorsqu'ils vont être dans un temps creux dans leur journée, qu'ils vont avoir 10 ou 15 minutes de libre, j'ai l'impression que la plupart des gens, moi y compris, honnêtement je suis moi-même fautif, nous allons passer ce temps en nous exposant à du contenu bien souvent superficiel, notamment à travers ce petit objet. Nous allons passer notre temps d'attente avec notre téléphone, nous allons passer notre temps à l'arrêt de bus avec notre téléphone, et nous allons absorber du contenu, bien souvent superficiel car c'est du contenu court. Et finalement, nous n'allons jamais avoir l'occasion de métaboliser les informations qui nous parviennent lors de notre journée. Lorsque nous évoluons dans notre quotidien, nous allons avoir des conversations, nous allons voir des choses dans notre environnement, nous allons travailler sur des choses, nous allons consommer des informations. Mais nous n'allons jamais avoir le temps de métaboliser ces informations. Quelque chose que j'ai constaté récemment dans ma propre vie, c'est que lorsque je ne laisse pas du tout de temps dans ma journée au silence, à la contemplation, à l'ennui, lorsque je ne laisse pas de temps à mon cerveau de processiser les informations que j'ai, de processiser mes pensées, alors elles vont réémerger au seul moment disponible où je ne fais absolument rien dans ma journée. Ce moment, c'est avant de dormir, lorsque vous allez vous allonger dans votre lit et qu'il ne se passe plus rien. Et j'ai remarqué que c'est très mauvais pour mon sommeil. Nous avons aujourd'hui, dans notre style de vie moderne, que très peu de moments de contemplation, très peu de moments d'ennui pour métaboliser les informations qui nous parviennent. Et de ce fait, nous pouvons facilement nous retrouver à évoluer dans un brouillard mental constant, un bruit de fond mental constant. Et donc ce que je vous propose, c'est de remplacer cette attaque de base. Si votre attaque de base, lorsque l'ennui survient, lorsqu'une période d'attente survient, lorsque vos pâtes sont en train de cuire, si votre réflexe, votre attaque de base, c'est de récupérer ce petit engin et de vous bombarder encore avec plus d'informations, ce que je vous propose, c'est d'oublier toutes ces histoires de détox de dopamine et de simplement jeter ce truc. De prendre ce temps d'attente comme une occasion pour votre esprit de vagabonder, de laisser vos pensées partir dans tous les sens, de laisser vos pensées émerger et se structurer d'elles-mêmes. Bien souvent, les idées les plus créatives que j'ai sont durant mes balades, sont durant ces moments d'attente où je ne fais rien, où j'attends simplement d'avoir la place, par exemple, pour aller me doucher, ou bien même dans la douche. C'est assez connu que la douche est un endroit où l'humain semble très créatif. Pour moi, ce n'est pas que la douche est un endroit qui nous rend spontanément plus intelligents ou plus créatifs. Pour moi, c'est simplement que la douche est un moment, une occasion pour notre cerveau de se poser, car il n'y a pas d'informations, pas de surinformations qui nous parviennent. Nous sommes dans ce contexte où tout le bruit du monde extérieur ne semble plus nous atteindre. Alors, remplacez votre attaque de base et essayez de faire un peu plus de place pour des périodes de silence. Essayez de chercher activement ce silence. Personnellement, je le fais à travers la marche. Je le fais également simplement en restant assis, en ne faisant absolument rien. Ce qui peut sembler assez fou dans notre style de vie moderne. Et c'est, je pense, l'une des raisons qui justement entame clairement notre créativité. La deuxième habitude va être d'avoir un objectif. Un objectif, ou bien une vision, va agir comme
un filtre, un petit peu comme un champ gravitationnel pour vos idées. C'est quelque chose que je remarque lorsque je dois créer une nouvelle vidéo. Lorsque j'arrive sur un début de semaine, que ma vidéo est publiée, que j'arrive au bout de ma ligne éditoriale, donc que je n'ai plus rien de prévu finalement, mon cerveau semble passer instinctivement en mode chasse d'idées. C'est-à-dire que, avec tous les contenus que je vais consommer, avec les conversations que je vais avoir, les moments où je vais me retrouver seul et où je vais simplement penser, durant ces moments-là, j'ai l'impression que mon cerveau va automatiquement se rediriger vers des potentielles idées que je pourrais utiliser pour des nouvelles vidéos. C'est quelque chose qui est automatique car j'ai cet objectif engrainé de publier une vidéo toutes les semaines. Et donc pour pouvoir publier une vidéo toutes les semaines, il me faut une idée de vidéo toutes les semaines. Et donc mon cerveau, automatiquement en début de chaque semaine, va partir à la recherche de ces potentielles idées. Une vision agit comme un filtre qui va trier les informations qui vont être pertinentes, les informations que vous allez voir et qui vont vous sembler intéressantes dans un bouquin par exemple, et les informations qui ne seront pas intéressantes, car elles ne servent pas votre objectif. Une vision va canaliser les informations qui vont vous parvenir depuis le monde extérieur. Et en cultivant ces pensées au service de cet objectif, alors votre pensée sur le sujet va devenir de plus en plus profonde et développée. La troisième habitude va être de créer pour évoluer. Comme la plupart des créatifs, je pense, j'ai cette tendance à perfectionner un peu trop longtemps le contenu que je crée. En tant que créatif, en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de vidéos, je pense que nous pouvons avoir tendance à repousser la finalisation d'une œuvre ou d'un projet. Mais pour moi, je pense que c'est une erreur, car c'est à travers la finalisation d'un projet, à travers la publication d'une vidéo, que je suis capable personnellement de récupérer de l'espace mental pour de nouvelles idées d'émerger. Nous pourrions sans aucun doute travailler sur la même vidéo pendant 2 ans, sans aucun problème. Mais je pense que cela nous limite dans notre capacité à faire évoluer cette idée. Car nous allons tourner en rond ou faire évoluer le projet, mais sans réellement le confronter au monde et sans réellement mettre une fin à ce projet. Mais c'est en mettant fin à ce projet que nous libérons cet espace mental et que nous sommes capables d'apporter de la nouvelle eau, d'apporter de nouvelles idées, d'apporter de nouvelles perspectives à ces idées et à ce contenu. Pour faire simple, c'est en créant et en finalisant que nous sommes capables de libérer un nouvel espace, que nous sommes capables de renouveler nos idées et que nous sommes capables ainsi de développer des idées qui sont de plus en plus profondes. Je pense que la raison qui explique pourquoi certaines personnes, certains orateurs, semblent avoir des idées qui sont si profondes et intéressantes, des idées qui sont capables de vraiment toucher là où il faut, de vraiment nous toucher profondément, nous en tant que spectateurs, c'est car ils ont travaillé leurs idées pendant des dizaines d'années. Ils ont présenté une première version, puis une autre version, puis une autre version, puis une autre version. Et le fait de présenter toutes ces versions, de finaliser toutes ces versions, même si ce ne sont que des instantanés dans leur vie, si ce ne sont que des instantanés de leur pensée dans cette période de vie dans laquelle ils étaient. Je pense que c'est ce qui leur a permis d'ajouter tant de profondeur et tant de puissance dans leurs idées, tant d'impact dans leurs idées, tant de créativité dans leurs idées, qui font que, à présent, ce sont des concepts qui sont réellement mémorables. Alors, comment est-ce que nous pouvons créer ces idées révolutionnaires que les gens ne peuvent ignorer ? Je pense que la réponse se trouve dans la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous consommons, dans la manière dont nous créons de l'espace pour ces idées à émerger et à évoluer. La moitié de la communication, l'inspiration, le développement et l'élaboration des idées est très souvent délaissée car trouvée trop abstraite. Mais je pense que c'est là que se trouve la véritable différenciation. Et pour moi, j'irai même plus loin en disant que c'est là que se trouve le sens. Lorsque je crée du contenu, c'est pour moi un moyen de faire sens du monde qui se trouve autour de moi. Lorsque je développe des idées à travers une conversation, lorsque je développe des idées à travers du contenu, à travers le développement d'une offre, pour moi, c'est un moyen de relier les points entre eux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement épanouissant en tant que créateur. La créativité,
le développement de mes idées fait partie intégrante de mon style de vie, fait partie intégrante du modèle économique, du modèle de vie que j'ai choisi de poursuivre. Ça me semble être une bonne conclusion pour cette vidéo. Pour la suite, je réaliserai une seconde vidéo qui évoquera justement cette seconde moitié de la communication, donc la partie expression de vos idées. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao et joyeuses fêtes!